consommation d'énergie. Vous avez été hier encensé pour avoir contribué à réveiller les consciences, mais aujourd'hui, vous êtes vilipendé pour avoir refusé de voir dans le nucléaire un danger imminent. Et je vais tout simplement vous poser la question avec ce Kinder Bueno que je vais ouvrir et commencer à déguster sur ce plateau. Quand je mange ce Kinder... Non, vous voyez, mais je pense que là, aujourd'hui, vous n'allez pas vraiment lui faire de la pub au Kinder Bueno, donc on va pas forcément me le reprocher. Mais la question, c'est est-ce que quand je mange ce Kinder Bueno ou quand je donne ce Kinder Bueno à mes enfants, je suis plus en danger que si j'habite aux abords d'une centrale nucléaire, en vrai? Alors la formule à laquelle vous faites allusion est une formule que j'ai employée parce que vous savez que dans le genre d'exercice que vous proposez, de temps en temps, il faut trouver des moyens très brefs en temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour essayer d'illustrer quelque chose. Et la formule qui a été employée dans l'émission C'est politique, puisque c'est dimanche soir, hein, vous avez mis feu aux poudres parce que dimanche soir, alors que vous étiez interrogé sur les dangers du nucléaire, vous disiez, et je vous cite, si les centrales sont dangereuses et si on décide de supprimer tout ce qui est dangereux, alors supprimons tout ce qui est dangereux. Les barrages qui provoquent des milliers de morts quand ils cèdent, des usines chimiques, des voitures qui causent des millions de morts par an, et puis finalement, les sucreries comme les Kinder Bueno, voilà ce que vous avez dit, car l'obésité tue beaucoup plus que le nucléaire. 3 millions de personnes par an dans le monde. Et 1,2 million de morts en Europe par an, en effet, voilà. l'obésité. Donc c'était une manière d'illustrer le fait que si on doit regarder ce qui porte atteinte à notre santé, quelle qu'en soit la cause, eh bien, on va pas retrouver le nucléaire dans les nuisances qui arrivent en tête. Voilà, c'est un fait. Et je voulais illustrer ça, et dans le feu de la discussion, j'ai pris cet exemple. Vous comprenez que ça ait choqué une partie, notamment des écolos politiques, qui ne comprennent pas votre position? Alors, je vais redire ce que j'ai dit sur le plateau. Je ne considère pas que EELV, pour les nommer, Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui, soit dépositaire de la sensibilité de la totalité des gens qui se préoccupent d'environnement. Sinon, il ferait pas 4% aux élections, il ferait 80%. Parce que quand vous demandez aux Français si l'environnement est quelque chose qui les préoccupe, alors des fois on essaye de classer ça par rapport au chômage, au pouvoir d'achat et autres trucs de ce... En fait, tout est un peu lié, mais bon. Mais à la sortie notamment de cet été, en effet, la question du dérèglement climatique est une des premières préoccupations des Français. Voilà, vous avez 4 Français sur 5 qui disent oui, effectivement, c'est quelque chose qui me préoccupe, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas 4 Français sur 5 qui ont voté pour Monsieur Jadot. Donc je rappelais juste quelque chose, qui est que ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui l'écologie politique, par la force des choses, ne représente pas la sensibilité de la totalité des gens qui se préoccupent d'environnement. Mais sur cette question en particulier du nucléaire, évidemment, c'est au cœur des préoccupations depuis cette rentrée. D'abord parce que, comme vous disiez, c'est au cœur des préoccupations depuis des décennies, parce que ça a été un sujet que les médias ont utilisé de manière récurrente pour cristalliser des oppositions. Alors qu'il y a des tas de... Les médias ou les politiques? Moi, je pense notamment, ce qu'on appelle un débat public, c'est un débat qui est dans les médias, vous savez. C'est un débat qui est dans les médias, mais restons sur un débat en particulier, un débat particulièrement regardé et attentif, c'est le débat de la présidentielle. Débat de la présidentielle de 2012 entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'était l'un des sujets cruciaux d'opposition entre les deux. Nicolas Sarkozy reprochant à François Hollande son engagement à fermer Fessenheim. Ça, c'est pas les médias qui ont inventé ce sujet, quand même. Non, absolument. Mais enfin, dans les engagements de François Hollande, sauf erreur de ma part, il y en avait 60. Donc on a choisi de passer beaucoup de temps sur celui-là. Alors c'est un sujet important, particulièrement dans notre pays. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un sujet c'est un marronnier, comme on dit dans votre métier. C'est un truc qui revient en permanence. Je vais prendre un autre exemple. Il y a quelque chose qui est également très important dans la vie de nos concitoyens qui s'appelle le pétrole. On n'en parle quasiment jamais dans les médias. Aujourd'hui, on parle des prix de l'essence. Oui, d'accord. Enfin, on en parle quand c'est trop tard. Donc, mais ça fait maintenant, depuis que je m'intéresse au sujet de l'énergie, c'est-à-dire une vingtaine d'années, je sais qu'il va y avoir un sujet climat ou pas climat sur la quantité de pétrole dont on peut disposer dans le monde occidental à partir des années 2005. En gros, c'est ce qui s'est passé, et dans le monde dans son ensemble aux alentours des années 2020. Ce qui est en train de se passer. Ce qui veut dire que hors question silence radio de guerre complet, en Ukraine, hors question de... Oui, hors question, c'est parce que les gisements s'épuisent. Parce qu'il faut des dizaines de millions d'années ou des centaines de millions d'années pour faire du pétrole, et donc quand on consomme ça sur un siècle, ça s'épuise. Et c'est un sujet sur lequel ça a été impossible globalement, et c'est toujours raisonnablement impossible, d'attirer l'attention de vos ex-confrères, de vos confrères et de vos futurs confrères. Donc Or, c'est un sujet majeur. Donc, c'est pas juste parce que le sujet est important. Il y a une organisation des débats médiatiques, et en particulier, dès qu'on peut mettre des étiquettes pro ou anti sur la tête des gens, c'est quand même quelque chose dont votre profession raffole, en règle générale, parce que ça simplifie les choses. Globalement, entre écolos, il y a aussi des écoles, c'est-à-dire que si vous regardez le sondage, si vous regardez les sondages, par exemple, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il y a pas très longtemps, on avait demandé aux militants EELV justement quelle était leur sensibilité sur le nucléaire. C'est pas homogène.
Ça veut dire qu'il y a des gens qui votent LV et qui considèrent que le grand méchant, c'est pas le nucléaire. Absolument. Donc c'est quelque chose qui est et c'est comme tous les sujets techniques, c'est des sujets pour lesquels si on prend pas le temps de rentrer un peu dans les détails et d'avoir des avis un peu nuancés, on en ressort avec des positions assez caricaturales. On va le faire, Jean-Marc Jancovici, parce que je trouve ça justement important d'entendre la nuance et d'avoir de la place et du temps pour la nuance. Je voudrais qu'on revienne dans un instant sur la question aussi de la sobriété. Ça veut dire quoi dans nos gestes? Mais pardon, il y a quand même un danger, en tout cas qui est brandi comme une vraie menace, c'est aussi Zaporijjia, c'est aussi la fragilité des centrales nucléaires. Est-ce que quand Jean-Luc Mélenchon, je voudrais juste qu'on écoute ces mots, dit qu'aujourd'hui il y a un vrai danger avec le nucléaire, il a raison ou pas? On l'écoute. Il faut cesser de mentir aux Français en le disant que le nucléaire est une énergie sûre parce qu'elle ne l'est pas et parce que le danger s'est accru dès lors qu'il y a la canicule et la sécheresse. Ce n'est pas vrai que ce soit une énergie stable, au contraire des éoliennes ou des machines marémotrices, puisque nous avons aujourd'hui 29 centrales sur 58 qui sont arrêtées. Autrement dit, parce que tous ces gens viennent de découvrir que le nucléaire aussi est sur la planète Terre, sous le climat de la planète Terre, et qu'on ne refroidit pas une centrale avec de l'eau chaude. Il faut cesser de mentir aux Français. Qui ment? Vous connaissez la loi de Brandolini? Non, allez-y. La loi de Brandolini vous dit que quand vous avez un temps égal pour quelqu'un qui a dit quelque chose d'inexact et quelqu'un qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact, la personne qui essaye d'expliquer pourquoi c'est inexact perd toujours. Parce qu'il faut 10 secondes pour dire une bêtise et il faut en général plusieurs minutes pour expliquer pourquoi c'est une bêtise. Prenez-les. Donc on va. Alors d'abord, il n'a pas parlé de Zaporijjia, notre ami Mélenchon. Là, c'était globalement sur la question aussi du réchauffement climatique, mais bien sûr que l'autre menace, c'est sur la question du réchauffement climatique. En gros, une centrale nucléaire, comme toutes les centrales thermiques, est une centrale qui a besoin d'une source froide. C'est vrai également pour les centrales à charbon. C'est vrai également pour les centrales à gaz. Cette source froide, on va aller la chercher soit dans une rivière, soit dans la mer, soit dans l'air. Quand on va la chercher dans l'air, c'est ces grandes tours, vous savez, où il y a de la vapeur, l'image d'Épinal de la centrale nucléaire, là c'est la grande tour de réfrigération. Alors toutes les centrales en bord de mer n'en ont pas, et on va aller chercher donc la source froide quelque part. À partir du moment où vous avez une diminution du débit dans les fleuves, vous avez la possibilité, évidemment, il y a le risque, plus exactement, la question de la sécheresse, de devoir ralentir ou baisser la production d'une centrale nucléaire, mais d'une centrale à charbon aussi. Tout simplement parce que vous avez la possibilité, moins la possibilité de refroidir votre centrale, et donc vous devez baisser la production. Vous pouvez produire moins de chaleur à l'intérieur de la centrale. Voilà. Il n'y a pas de problème de sûreté associé à ça. Il risque pas d'y avoir un accident. Le risque, c'est de baisser la production. Toutes les centrales thermiques en bord de fleuve ont exactement le même problème. Il n'y a pas de problème d'accident, il n'y a pas de risque d'accident avec le réchauffement des eaux. Non, vous avez un problème. C'est pas un problème de sûreté, c'est un problème d'exploitation. Après, quand Mélenchon dit que le nucléaire n'est pas sûr, il contredit des études qui sont publiées par les médecins eux-mêmes, disant que quand on compare les inconvénients de toutes les formes de production électrique, le nucléaire s'avère être la plus sûre d'entre elles, accident compris. Donc il faut aller voir ce que racontent les médecins, et j'ai plutôt envie de faire confiance aux études qui sont publiées dans les revues médicales à comité de lecture qu'à monsieur Mélenchon quand il s'agit d'avoir un avis là-dessus. Oui, bonsoir. Je voulais déjà, merci pour votre présentation, puisque je trouvais ça très intéressant et ça m'a fait prendre conscience sur un certain nombre de choses. Je voulais savoir votre avis. Donc, vous aviez parlé d'une opinion plutôt positive sur le nucléaire. Je voulais avoir votre avis donc sur les déchets radioactifs, de qu'est-ce qu'on pourrait en faire, du projet de la fusion nucléaire, même si vous en avez un peu abordé, et de comment prendre l'énergie nucléaire pour l'inclure dans un mix énergétique. Merci. D'accord. Alors la fusion, j'ai déjà répondu, donc voilà. Donc ça restera un objet virtuel d'ici à ce que vous mouriez. Voilà. Donc là, on peut répondre à la question comme ça. Avant de répondre à la question sur le nucléaire, je vais donner une méta-réponse. J'ai dit tout à l'heure, l'énergie propre n'existe pas. Aucune énergie n'est propre, aucune énergie n'est sale. Toute énergie va avec des avantages et des inconvénients qui sont jamais les mêmes. Prenez l'hydroélectricité, qui est une énergie parfaitement renouvelable. Pour faire le barrage des Trois Gorges, on a déplacé 1 million de personnes, foutu en l'air le débit du fleuve, zigouillé plein d'animaux. Voilà. Donc, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est pas propre? On peut se discuter. Il y a un projet d'installation de panneaux solaires dans les Landes où on va couper 1000 hectares de forêt. Est-ce que c'est propre, est-ce que c'est pas propre? On peut se discuter. Vous voyez, donc c'est bon. Alors, l'énergie nucléaire, elle a des avantages et des inconvénients que je vais brièvement décrire. Son avantage, c'est que la fission, c'est-à-dire le fait de casser un noyau d'uranium en deux,
c'est extrêmement dense énergétiquement. Et pour vous donner, ça c'est la physique qui nous le dit. Et en gros, il y a autant d'énergie dans la fission d'1 gramme d'uranium que dans la combustion d'une tonne de pétrole. Donc, vous gagnez un facteur 1 million sur la quantité de matière que vous manipulez. Du coup, vous avez besoin de sortir 1 million de fois de moins de matériaux de terre, enfin pas 1 million parce qu'il y a du minerai, etc., mais quand même beaucoup moins. C'est 1000 fois. Vous avez moins de matière à transporter, à manipuler. Vous avez des installations de production qui sont en nombre beaucoup plus réduit. On fournit toute l'électricité en France avec simplement 20 sites de production. C'est pas beaucoup. Quand vous regardez le nombre de décharges qu'on a en France ou le nombre d'écoles, hein, on n'est pas du tout sur ces chiffres-là. Hein. Donc, ça a le gros avantage d'être capable de fournir de très grandes quantités d'électricité à partir de très petites quantités de matière et de très peu d'occupation d'espace. Et comme du coup, c'est très dense énergétiquement, là où on la met en œuvre, il faut très bien s'en protéger parce que sinon, ça vous saute à la figure. Bon. Donc, vous avez besoin d'enceintes de confinement, de ceci, de cela, de mètres de béton. Enfin, voilà. Et donc, ça prend du temps. La limite du nucléaire est essentiellement une limite en compétences. Donc, c'est pas une limite en matériaux. Matériaux, on en a assez. Vous avez une limite sur la ressource. L'uranium-235, il n'y en a pas assez dans le monde pour remplacer durablement toutes les centrales à charbon par des centrales nucléaires. Ça, il n'y en aura pas assez. Donc, il faut immédiatement passer à la 4e génération qui permet de multiplier les ressources accessibles par 200. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques aujourd'hui, d'utiliser l'uranium-238 et le thorium, en gros. Voilà. Mais c'est un truc qu'il faudrait faire tout de suite. Alors, notre président, dans sa grande sagesse, il a arrêté la fin de programme Croupion qu'on avait sur la 4e génération, après que Jospin, dans sa grande sagesse, ait arrêté le réacteur Super Félix, tout en laissant au CEA Félix quand même, qui a bien marché pendant 30 ans. Voilà, ça fonctionne. Les Russes ont un réacteur comme ça en fonctionnement commercial. Les Chinois sont en train d'en construire un, donc on sait que ça marche. Voilà, mais il faudrait y aller très vite. Et puis, il y a d'autres dessins qui sont possibles. Si on ne passe pas à la 4e génération, même ma grande amour du nucléaire ne fera pas que le nucléaire pourra faire une différence dans un siècle ou dans un siècle et demi, parce qu'il n'y a juste pas assez d'uranium-235 pour ça. Les inconvénients de toute énergie produit des déchets. Donc, les combustibles fossiles produisent du CO2, produisent aussi accessoirement des oxydes d'azote, du dioxyde de soufre, enfin tout un tas d'autres trucs. L'hydroélectricité produit de l'occupation d'espace. Le solaire produit des trous dans la terre qui s'appellent des mines. L'éolien produit aussi des trous dans la terre qui s'appellent des mines et ça fait fuir les chauves-souris ou ça zigouille les oiseaux migrateurs. Donc voilà, toute énergie a des déchets, c'est-à-dire des externalités négatives. Alors les déchets nucléaires, vous en avez de plusieurs catégories. Ceux qui en général mobilisent les débats, c'est ceux qu'on appelle de haute activité et à longue durée de vie. C'est la franche merde, j'ai envie de dire. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'en fait pas beaucoup. La totalité des déchets nucléaires produits par le parc français, très ennuyeux, hein, haute activité, longue durée de vie, depuis sa création, depuis la création du parc français, en ordre de grandeur, tiennent dans cette salle. Dans 2 fois cette salle, on va dire. Donc, il n'y en a pas beaucoup à l'échelle du pays. Et le fait de les mettre dans un trou dans la terre, moi, est un truc qui me va très bien, parce que vous avez des réacteurs naturels qui ont fonctionné il y a 2 milliards d'années au Gabon, à Eau-Clos. C'est une histoire qu'on raconte dans la BD. Et les déchets qui ont été produits à l'époque, puisque la fission a eu lieu, donc elle a produit des produits de fission, c'est ça les déchets, hein, ils sont en gros restés là où ils ont été formés, enfin leurs descendants, parce qu'eux ont disparu depuis longtemps par radioactivité, sont dans la roche là où ils ont été formés ou juste à côté. Voilà. Donc si on met dans une couche géologique bien choisie des déchets qui en plus perdent l'essentiel de leur radioactivité en quelques siècles, c'est-à-dire que les produits de fission, au bout de 5 siècles, ils sont en gros revenus à la radioactivité de l'uranium initial qui se manipule à main nue. Oui, donc, c'est pas 100 000 ans, quelques siècles où c'est vraiment emmerdant. Eh bien, vous mettez ça dans une bonne couche d'argile et vous oubliez. Enfin, je veux dire, voilà. Moi, j'ai dit il y a pas longtemps dans un organe de presse que j'avais beaucoup plus peur des voitures dans la rue que des déchets nucléaires. Et je maintiens que tous les gens dans cette salle qui ont des enfants en bas âge, je vous invite à avoir beaucoup plus peur des bagnoles que des déchets nucléaires. Hein. Voilà. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il faut gérer précautionneusement. Mais voilà. La vraie limite du nucléaire, c'est sa vitesse de déploiement, parce que vous avez une barrière en compétence qui est forte, parce que faire un réacteur, c'est compliqué. Le système électrique autour du nucléaire est simple, parce que c'est un système descendant classique. Vous faites de la très haute tension en tête de réseau, vous la distribuez derrière, le truc existe déjà, c'est un truc qu'on sait bien faire. Avec les nouvelles énergies renouvelables, le réseau est beaucoup plus compliqué, et du reste, personne ne sait si on arrivera jusqu'au bout de l'expérience pour les gens qui l'attendent. Hein, personne ne sait. Avec un système descendant classique, on sait que ça marche, puisque c'est ce qui marchait aujourd'hui, ça fonctionne. Mais la barrière du nucléaire est une barrière en compétence pour faire les réacteurs et pour avoir le cadre réglementaire qui permet d'aller ni trop lentement ni trop vite, dit autrement, ni de faire des conneries, ça c'est aller trop vite, mais ni d'aller trop lentement, auquel cas le risque que vous prenez, c'est un risque de ne pas avoir d'électricité à l'arrivée.
hein. Et sans électricité aujourd'hui, vous avez plus de banque, vous avez plus de quoi payer vos impôts, vous avez plus de transport, vous avez plus rien. L'électricité, c'est devenu strictement vital aujourd'hui, hein. Si demain matin, je ne sais pas si vous avez lu ce roman qui s'appelle Ravage, mais si demain matin, vous supprimez la totalité de l'approvisionnement électrique en France pour 6 mois, vous avez 10 millions de morts. Oui, au moins. Vous n'avez plus d'eau potable, vous avez donc caca dans le robinet, enfin, 10 millions de morts, je pense, hein, vraiment. Donc, on voit, donc voilà, donc le nucléaire doit être mis en balance avec le risque de ne pas avoir de l'électricité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que très peu de gens arrivent à comprendre. C'est très, très difficile de sortir du débat il y a un risque, donc on ne fait pas. Oui, mais le risque de ne pas faire, c'est quoi? Alors, dans la BD, on a pris l'image du parachute ventral pour le nucléaire. Vous savez, le parachute ventral, il est moins bien que le parachute dorsal. Vous avez quand même le risque de vous fouler une cheville ou de vous casser une jambe à l'arrivée, mais normalement, vous restez vivant. Le nucléaire, dans mon esprit, c'est ça. Donc, le parachute dorsal, c'est les fossiles, combustibles fossiles, hein, on vous le supprime. Et à ce moment, il faut atterrir avec ce qu'on peut. Et le nucléaire est un amortisseur de la décroissance. Voilà, c'est souvent comme ça que je le dis. Donc, il ne l'évitera pas parce que c'est trop long à déployer. La barrière de compétence est trop forte, mais ça amortit. Donc, il faut en faire.